Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RT France. On va parler du Covid rapidement. La France qui bat tous les records de contamination en Europe. Ce serait surtout lié aux contaminations dans les écoles, selon les experts. La faute à la politique d'ouverture à tout prix de Jean-Michel Blanquer. Et deuxième question, faut-il reporter du coup les épreuves du bac, selon vous, Anthony Gratakos ? Bonjour, c'est surtout la faute de ce changement de protocole incessant. Jean-Michel Blanquer ne cesse de faire des annonces. Ça s'est un peu stabilisé cette dernière semaine, mais je crois que le problème a surtout été là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cohérence dans l'organisation de l'intérieur des établissements scolaires contre le Covid. Votre réaction à vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément, sur ce statut de la France qui bat tous les records de contamination en Europe ? Non, il y a plusieurs choses. Déjà, on est le pays qui teste le plus. Donc, mécaniquement, quand on teste le plus, qu'on trouve un petit peu plus de contamination, il y a une forme de rationalité. Après, on constate une flambée totale sur les écoles et de manière incontrôlée. Nous, on avait proposé, que ce soit l'UDI ou d'ailleurs Valérie Pécresse l'avait repris également, de repousser d'une huitaine de jours la rentrée scolaire. Les protocoles n'étaient pas prêts. Enfin, on a eu la démonstration avec une présentation faite dans le Parisien en version payante sur Internet par le ministre le week-end précédent la rentrée. Dans les mairies, on s'est tous retrouvés à devoir s'adapter comme on pouvait. Les enseignants, je n'ose même pas imaginer comment ils ont géré leur dimanche soir et le lundi matin. Il y a eu un changement de protocole au cours de semaine. Et en fait, on paye un petit peu tout ça. Maintenir l'école ouverte, c'est quelque chose de souhaitable. Tout le monde souhaite que l'école reste ouverte parce que les enfants ont déjà été lourdement impactés. Et je pense que, vu le niveau d'impréparation de la rentrée scolaire, c'était pas raisonnable de ne pas décaler d'une semaine. Voilà, donc on paye un petit peu ce phénomène-là. Heureusement, le virus Omicron semble moins virulent que son prédécesseur, le Delta. Emmanuel Macron, qui, on vient de le voir, fait durer le suspense encore sur sa candidature. Hier, dans la Creuse, le chef de l'État a dit qu'il se prononcerait le temps venu. Il est en baisse dans les sondages, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est judicieux d'attendre, selon vous, Anthony Gratakos ? Non, mais c'est un faux débat. À chaque élection présidentielle, quand le président est en situation de se représenter, on connaît le même débat. François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en 2012. Le problème, c'est le régime politique. C'est qu'à partir du moment où on est dans un système présidentiel, il est compliqué pour le président de descendre de son piédestal pour aller faire campagne et rentrer dans l'arène avec les autres candidats tout en continuant de gouverner le pays. Mais ça, c'est notre régime de monarchie élective qui pose ce problème. Donc, je ne soutiens pas Emmanuel Macron, mais je ne fais que constater qu'il fait ce que tous les autres candidats à leur réélection ont fait, et j'ai pas de doute, et je pense que les Français n'ont pas de doute sur le fait qu'il sera candidat à sa réélection. Et les débats, alors que les débats sont en train d'être organisés pour les candidats, le chef de l'État lui a fait savoir qu'il ne participerait pas au débat du premier tour. A-t-il raison ou tort, Jean-Philippe Dugoin-Clément ? Visiblement, on est sur un président où Jupiter n'aime pas tellement débattre avec la plèbe. Non, mais ce qui est absolument fou, cette semaine, il a ridiculisé la France. C'est la première fois que ça arrive. Il est au Parlement européen. Il refuse de répondre aux questions des journalistes. Les journalistes ont quitté la salle. C'est la première fois que ça arrive. Effectivement, mais pas aux journalistes. Oui. Et derrière, la tradition veut qu'au Parlement européen, le président de l'Europe ait une conférence de presse, réponde aux questions des journalistes. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes. Les journalistes sont partis. C'est-à-dire qu'il a refusé de répondre aux journalistes européens. Il a refusé d'expliquer les positions qui étaient celles du président de l'Union européenne pour 6 mois. C'est quelque chose qui est passé complètement sous les radars en France, mais qui est extrêmement grave. Et là, on est sur la même chose. On est sur Jupiter au sommet de l'Olympe, qui ne va pas aller débattre, qui est candidat, tout le monde le sait, mais qui ne se déclare pas. Pourquoi ? Parce que s'il se déclarait, il serait obligé d'ouvrir ses comptes de campagne, d'ouvrir ses dépenses électorales, que ses temps d'antenne seraient comptabilisés. Et donc aujourd'hui, il a tous les avantages, sans aucun inconvénient, d'être en campagne électorale. Donc il va faire durer le plaisir autant qu'il peut. Et effectivement, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas débattre, parce que accepter de débattre, c'est d'une certaine manière accepter de se mettre à égalité avec ses adversaires, avec ses concurrents. Et aujourd'hui,
c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Il y a un régime ultra-présidentiel qui donne une force, qui donne une imprimature médiatique absolument colossale au président de la République sortant. Il ne souhaite pas en sortir. Tout ça, au fond, est assez hypocrite et il y a une certaine forme d'inégalité entre les candidats, quels qu'ils soient, quel que soit leur choix politique, quelle que soit leur valeur. Oui, c'est avantage au président dans ce système. François Hollande n'a pas exclu de se présenter, regardez. Est-ce qu'une candidature de plus serait utile ? Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle. Je vais en tout cas prendre la parole bientôt. Anthony Gratakos, Anne Hidalgo dit que c'est de l'humour, vous êtes d'accord ou pas ? Ah non, je pense pas. Je crains que François Hollande soit très sérieux et il se dit que il n'est pas certain qu'il vise l'Élysée, mais qu'il voudrait se réimpliquer dans la vie parlementaire et qu'il pourrait être candidat aux élections législatives en Corrèze. Donc, a priori, il veut se réinvestir dans le champ politique. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée vu le bilan qu'il nous a laissé après 5 ans à l'Élysée. Je ne vois pas ce qu'il peut apporter dans le débat. Et je ne crois pas que... Il y avait eu un sondage en cas de candidature, il fait 2 fois moins qu'Anne Hidalgo a priori. Je ne crois pas que ce soit souhaitable pour la gauche, vu l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui avec un éclatement des candidatures et aucun candidat qui profite d'une réelle dynamique, qui est en position de se retrouver au 2e tour. Pour le moment, il n'y en a pas un qui passe la barre des 10% ou qui se stabilise à un score à peu près correct et qui est en capacité de rassembler son camp. Je ne crois pas que François Hollande, après son bilan calamiteux, le sera plus que les autres. Alors, on fait le tour de l'actualité politique. Il y a cette question ô combien importante du pouvoir d'achat des Français avec les prix de l'essence qui battent de nouveaux records alors que le chèque énergie est aujourd'hui octroyé aux chômeurs. Le gouvernement doit-il mettre en place des mesures supplémentaires, Jean-Philippe Dugoin-Clément ? Je considère que le pouvoir d'achat est très certainement le sujet majeur, central et durable de cette campagne présidentielle. Il y en a beaucoup d'autres qui viennent ponctuellement. La question de la capacité de nos concitoyens à garder le niveau de vie qu'est leur, à le conserver et à espérer l'améliorer, c'est juste fondamental. On assiste depuis plusieurs mois à une explosion du prix de l'essence et du prix de l'énergie en général. On est sur des facteurs qui vont continuer à augmenter. Sur l'essence, on doit impérativement jouer sur la question de la taxation. On est le pays qui taxons le plus, avec un système d'ailleurs où on est à un tel niveau de taxation que quand le prix augmente naturellement, le jeu de surtaxation augmente les recettes de l'État. Il y avait un système de TIPP flottante qui avait été mis à une époque en place pour permettre de limiter les hausses quand il y en avait. Je le dis d'autant plus facilement que ça n'était pas ma famille politique qui était aux affaires à cette époque-là, mais c'est un système... Non, mais il faut le reconnaître, quand les choses marchent, il n'y a rien de pire que d'être sectaire dans la vie. C'est quelque chose qui permettait d'écraser les hausses, alors en sens inverse qui ne répercutait pas intégralement les baisses, mais qui permettait d'étêter les hausses. Et si on ne met pas ce genre de système en place quand on est là, on va faire des chèques de 100 € avec ce qui ne représente pas forcément grand-chose, avec des sentiments d'injustice entre les gens qui en bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas, ceux qui en bénéficient alors que potentiellement ils ont des aides d'entreprise, alors que d'autres n'en bénéficient pas, alors qu'ils n'ont aucune aide d'entreprise. Enfin, ça part d'un bon sentiment un peu électoraliste, on va dire les choses quand même, à 3 mois d'une élection, quand on envoie des chèques de 100 € à des électeurs potentiels, mais on n'aura pas résolu le problème sur le fond. Anthony Gratakos, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Philippe Dugoin-Clément ? Oui, je suis à la fois d'accord sur le fait que la question du pouvoir d'achat sera centrale lors de cette élection présidentielle. Et je suis aussi d'accord avec le fait qu'on ne peut pas continuer à distribuer des chèques pour essayer de compenser la hausse du coût de la vie et qu'il faut réfléchir plus en profondeur à des systèmes de compensation. Si vous voulez, ce qui est insupportable, c'est qu'au même moment où on apprend que les actionnaires de ce pays vont toucher 73 milliards d'euros de dividendes, ce qui représente un record, que les capitalisations boursières n'ont jamais été aussi fortes. En même temps, on s'aperçoit que les Français ont de plus en plus de mal à vivre. Et là, il y a une injustice de plus en plus grande dans la répartition des richesses. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, à part à gauche, on n'entend pas vraiment de propositions pour pouvoir rééquilibrer le système capitaliste économique
et que les salariés, les travailleurs gagnent mieux leur vie. Et c'est pas simplement en défiscalisant les heures supplémentaires ou en faisant des chèques qu'on va leur permettre de mieux vivre. La question prioritaire aujourd'hui, on le voit que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, c'est l'augmentation des salaires. On ne peut pas rester à des niveaux de salaire aussi bas alors que les prix augmentent aussi fortement. Et c'est un problème qui ne date pas d'hier, c'est récurrent depuis une dizaine d'années. Alors, les agriculteurs aussi ont du mal à finir leur fin de mois. Je dis ça parce que Emmanuel Macron est aujourd'hui en Haute-Vienne. Il était hier en déplacement, on l'a vu, auprès des agriculteurs. C'est un électorat qui est courtisé par les candidats à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse était jeudi dernier dans le Doubs au chevet des agriculteurs. Écoutez-la. Je bâcherai l'agribashing. Je vous le dis solennellement. Je condamnerai toutes ces méthodes et la violence de ceux qui salissent le métier et l'honneur des agriculteurs et je restaurerai l'agri-fierté. Voilà les petites phrases de la campagne présidentielle. Je restaurerai l'agri-fierté. Valérie Pécresse qui a également dit que l'agriculture française était devenue déficitaire pour la première fois depuis 1945. L'agriculture doit-elle aussi être un thème majeur de cette campagne, Jean-Philippe Dugouin-Clément ? Oui, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est l'indépendance alimentaire du pays, donc c'est quelque chose de fondamental. Quand on parle de réindustrialiser le pays, d'être moins dépendant, c'est une des questions que pose la Covid, mais c'est aussi conserver notre capacité agricole. C'est accompagner une profession qui est en profonde souffrance aujourd'hui, dans sa mutation, dans son évolution. On mesure assez peu, quand on n'est pas dans les territoires ruraux, la souffrance qui est celle d'agriculteurs qui, au fond, ont l'impression non seulement de ne plus être reconnus, mais tout simplement de ne plus pouvoir exercer leur profession parce que financièrement, ils ne s'en sortent plus. C'est particulièrement vrai sur les jeunes exploitants qui ont encore un modèle économique plus fragile, avec des emprunts en cours. On a connu plusieurs années avec des variations extrêmement fortes de recettes d'une année à l'autre. Il y a un sentiment de dévalorisation, de mépris d'une partie de la profession qui est très forte. Et en fait, il y a non seulement le fait de redonner confiance, de rendre à cette profession l'estime que le pays lui doit. Mais au-delà de ça, ça passe aussi par toute une série de dispositifs d'aide, d'accompagnement pour leur permettre tout simplement de pouvoir vivre dignement. Donc là-dessus, on a énormément de propositions avec Valérie Pécresse, de soutien. On pourrait venir dessus concrètement, que ce soit la réduction des cotisations, la réduction de la part d'impôts fonciers, que ce soit également la réduction des charges sur les contrats d'apprentissage pour les salariés des entreprises agricoles, mais on est sur une profession qui est en souffrance et on est sur une profession qu'on ne peut pas laisser dans cette situation, qu'on parle des céréaliers, qu'on parle des éleveurs, qu'on parle des maraîchers, et on est sur une profession qui surtout va devoir faire face, parce que c'est une attente des consommateurs, parce que c'est une attente de la société quand on parle de transition écologique, à une mutation, à une évolution de son modèle, et on ne pourra pas le faire uniquement en tapant sur les agriculteurs, on doit le faire en les accompagnant, en les soutenant et en leur rendant ce qu'ils ont donné au pays. Alors je vais vous laisser aussi vous exprimer là-dessus, Anthony Gratakos, mais je voudrais qu'on écoute aussi Éric Zemmour, qui lui aussi est allé au chevet des agriculteurs dans la Beauce en ce début d'année. Regardez. La ruralité, c'est la France. On a longtemps favorisé les villes et les banlieues. Il faut rééquilibrer les choses en faveur de la France rurale. Ma mesure la plus emblématique est l'inversion des fonds, c'est-à-dire basculer les fonds de la politique de la ville vers le développement des régions rurales, avec également les villes moyennes et petites. La gauche aussi a fait pas mal de propositions. Anthony Gratakos, il faut sauver l'agriculture en France ? Oui, bien sûr, surtout que mon débatteur l'a évoqué à la fin de son intervention, le monde agricole va avoir une part décisive et conséquente dans la transition écologique. Donc il faut absolument qu'on accompagne nos agriculteurs pour qu'ils puissent passer cette étape qui est extrêmement importante. C'est une demande des Français et je crois aussi que c'est une demande du monde agricole. Ils ne veulent pas aujourd'hui se retrouver seuls face à ce problème. Le souci, c'est que l'État a déserté le monde rural. La disparition des services publics qui a été commencée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la diminution des dotations de fonctionnement pour les collectivités, qui là aussi a été commencée par le gouvernement de François Fillon, a entraîné
une disparition de l'État, du maillage territorial qui existait, qui était très important en France et qui participait largement. Exploitations qui ont disparu, pardon, plus de 100 000 exploitations qui ont disparu en 10 ans. Hein. Bien sûr, et c'est lié aussi à la spéculation foncière, aux difficultés d'installation des jeunes agriculteurs qui doivent s'endetter très fortement pour pouvoir lancer une exploitation. Les problèmes sont multiples et on ne peut pas les régler que d'une seule façon. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir avancer, il faut absolument que le prochain gouvernement y intègre les collectivités locales. C'est via les collectivités locales, les communes, les départements et les régions qu'on arrivera à accompagner les agriculteurs. Parce que quand on dit le monde agricole, c'est quelque chose qui est très vaste. C'est le petit maraîcher qui est dans une commune et c'est aussi des céréaliers qui sont présents sur des départements avec des centaines d'hectares. Donc il faut absolument que ceux qui sont sur le terrain, qui les accompagnent au jour le jour, aient les moyens de les soutenir et qu'il y ait une politique cohérente et coordonnée sur l'ensemble du territoire, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut revoir complètement le modèle finalement agricole aujourd'hui en France? Jean-Philippe Dugoin-Clément, faut-il redonner de l'argent trop perçu dans les villes? C'est ce que dit Éric Zemmour. Est-ce que ce serait une des solutions? Non, mais ce que dit Éric Zemmour est complètement caricatural. C'est de dire on va cesser de faire quelque part pour faire ailleurs. C'est de dire on va laisser des quartiers se paupériser, partir à volo. C'est le premier qui parle de la communautarisation du pays, des dangers de sécessionnisme du pays. Et c'est de dire très bien, on va finir d'exclure des quartiers pour aller essayer de faire ailleurs. Nous, notre modèle, c'est pas de faire des plus malheureux pour essayer de sauver d'autres personnes, c'est essayer de faire pour tous. Et puis ça veut dire quoi, ce que dit M. Zemmour? On va arrêter la politique de la ville, mais on va aller aider les villes moyennes ou les petites villes. Quand on est à Étampes, 25 000 habitants, il y a des quartiers en QPV. Quand on est à Montereau, 20 000 habitants, il y a des quartiers en politique de la ville. Ça veut dire quoi? On les aide plus, on les soutient plus, ou c'est des petites villes ou des villes moyennes, on continue quand même à les aider. On est sur de l'affichage politique, c'est assez malheureux. Oui, il faut aider davantage. Au même niveau que les villes. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on a fait en Ile-de-France. En Ile-de-France, avec Valérie Pécresse, on a créé une politique dite de la ruralité. C'est-à-dire tout simplement qu'on ne fait pas moins pour les zones urbaines denses, mais qu'on fait la même chose en termes d'investissement par habitant en zone rurale. Ça veut dire qu'on va soutenir le monde agricole. Ça veut dire qu'on met des politiques particulières de soutien aux communes de moins de 2000 habitants. Ça veut dire qu'on met en place des politiques de soutien au maintien ou à la création du commerce dans les communes de moins de 10 000 habitants, dans les secteurs hors périphérie du Grand Paris. C'est ce type de politique qu'on peut mener. Mais ce que je veux dire, on ne construit pas une unité nationale, on ne construit pas une union en disant on va arrêter d'aider certains pour aider ailleurs. C'est stigmatisant et on ne construit pas une politique en stigmatisant une partie de la France ou en construisant une partie de la France contre une autre partie. Anthony Gratakos, un mot sur un phénomène très inquiétant, c'est évidemment le suicide des agriculteurs. Il y en aurait 2 par jour, selon les chiffres de la Mutualité sociale agricole. 605 suicides chez les agriculteurs. Ils étaient 274 chez les plus de 65 ans. Le gouvernement a proposé un plan d'aide justement pour lutter contre ces suicides. Regardez ce qu'en dit cette association paysanne. Le suicide n'est que la pointe émergée de l'iceberg de la souffrance au travail des agricultrices et des agriculteurs. Il est urgent d'interroger le modèle industriel de développement agricole qui engendre isolement, surcharge de travail. Alors évidemment, tous les candidats ont des mesures à apporter pour améliorer leur situation, mais ne faut-il pas finalement revoir complètement le modèle, faire un Grenelle de l'agriculture, Anthony Gratakos? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la question qui se pose, elle n'est pas seulement celle des revenus des agriculteurs, elle n'est pas seulement celle de l'aménagement du territoire, elle est celle d'un modèle complet d'un monde agricole qui est très vaste et qui est très différent selon qu'on fasse de l'élevage, du céréal, du maraîchage, etc. Et un Grenelle, on ne peut pas proposer un Grenelle pour chaque problème et pour le régler, mais par contre, on doit avoir un débat dans le pays, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on met sous le boisseau et on n'en parle pas. Ou alors on en parle dans les milieux autorisés au niveau local. Mais on n'a pas de débat national sur ce sujet. Et moi, je ne peux pas vous donner des solutions toutes faites
parce que c'est vraiment un sujet très compliqué. Et ceux qu'on devrait aller interroger d'abord, c'est les agriculteurs. C'est à eux qu'on devrait demander quelles sont les solutions, parce que c'est eux qui connaissent leur métier. Mais c'est très compliqué parce que c'est toujours la même histoire. Pour qu'ils se fassent entendre, il faudrait qu'ils puissent s'investir dans le champ médiatique et politique, sauf que ce sont des gens qui travaillent 50, 60 heures par semaine et qui n'ont pas le temps d'aller militer dans des syndicats ou des partis politiques. Donc il faut que l'État se mette en situation de les entendre, de cibler exactement leurs problèmes, et on construira ensemble les solutions. Mais commençons par organiser le débat.